bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h, minuit, sur metatv.org. C'est la saison 2 et ce soir, on accueille Monsieur Louis-Georges Hutin. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes le président du grand conseil conseil représentatif des associations noires. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on va en parler dans un instant. Bonjour à la régie, évidemment. Voilà, il y a Steph, il y a DJ Premier avec nous. Bonjour à tous les métanautes, aux modératrolls, à Gaza et lui, la Révolte Belle, Papatroll, et bien sûr Mezaga, Gandalf, Émilie, Boris, le Télico, Valigomou, Quenel Raviol, Zyklon, Frisky, Lionpard, Ice-T, l'Ardéchois, Mika, Daoud Nas, Patriote, Erani, Jaya, Nico et Clara, etc., etc. Vous êtes tous très très nombreux ce soir, évidemment, pour ce sujet qui intéresse tout le monde. Donc on a choisi le titre de l'émission, donc le communautarisme, fantasme ou réalité. Autant dire qu'il y a énormément de réactions. Mais on va commencer quand même, avant de rentrer vraiment dans le sujet, par définir un peu c'est quoi le rôle et on va dire l'objectif de l'association, le conseil représentatif des associations noires. Nous sommes une fédération qui a pour but de lutter contre le racisme et le colonialisme. Ouais. Donc nous travaillons par exemple en ce moment sur la représentation de la diversité dans les élections, puisqu'on parle d'élections en ce moment. Nous avons aussi des campagnes, par exemple, pour faire aboutir des lois sur les actions de groupe contre les discriminations. Monsieur Hollande en a parlé récemment, c'est une campagne que nous menons depuis quelques années. Et puis nous avons aussi les actions internationales. Il y a aujourd'hui des crans qui se créent au Maroc, au Cameroun, au Gabon, dans d'autres pays. Ah bon, donc nous travaillons beaucoup à l'international et notamment sur la question des réparations liées à l'esclavage et à la colonisation. Donc voilà un peu le genre de choses que nous faisons. Ah d'accord, donc... mais est-ce que... Alors, pour entrer un peu dans le vif du sujet, le CRAN, c'est un peu un alter ego du CRIF, non? Alors, avec des objectifs différents, bien sûr, mais il y a l'idée de s'unir pour résister aux discriminations. Le CRIF le fait effectivement, nous aussi à notre façon, avec d'autres objectifs, mais le principe de s'unir est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les associations qui luttent contre les discriminations, qu'il s'agisse du sexisme, de l'homophobie, de l'antisémitisme ou du racisme en général. Mais quand on parle, alors voilà, d'association noire, moi, c'est j'ai envie de dire l'intitulé déjà qui me pose un problème. Qu'est-ce qu'une association noire? C'est quoi les associations noires? Alors, c'est toutes celles qui travaillent sur les populations noires de France. Et la question noire de France, qui est quand même très vieille, ça fait à peu près 3 siècles, après tout, qu'elle est posée en France. Il y avait déjà des associations noires, par exemple la Société des Amis des Noirs, qui était faite majoritairement de blancs, d'ailleurs, à l'époque, au XVIIIe siècle, avec des gens comme Olympe de Gouges, Lafayette, l'abbé Grégoire et d'autres. Et puis au XIXe siècle, il y avait des associations noires aussi qui existaient, qui travaillaient soit sur la question de l'esclavage, soit sur la question de la culture. Après, on peut penser, bien sûr, à l'Étudiant Noir, qui était l'association et la revue fondée par Aimé Césaire, qui a fait la négritude avec Césaire. Enfin, il y a une longue histoire, en fait, de la question noire en France, et que nous prolongeons avec nos moyens, nos idées, nos compétences, nos talents. D'accord, mais alors c'est parce que moi, la communauté noire, pour comprendre, elle s'articule autour, justement, là, vous l'avez expliqué, on va dire en avant-propos, c'est l'esclavage. C'est ça que donc, on va dire l'esclavage et la colonisation. Oui, on va dire ça pour résumer, effectivement. Ce sont des populations qui viennent pour l'essentiel d'Afrique ou des départements d'outre-mer et qui ont été réunies dans l'ensemble français à travers l'histoire coloniale. Mais oui, ça c'est valable, on va dire, pour une partie des Noirs des Dom-Tom, déjà pas tous, parce qu'il faut différencier les historiques des départements, ils sont tous un peu différents. Mais pour les Noirs qui sont venus, on va dire, la communauté africaine qui est venue dans les années 60, 70, 80, celle qui est arrivée, on va dire, récemment, avec les grandes vagues migratoires de la fin du XXe siècle, on peut pas dire qu'elle a plus aucun rapport avec l'esclavage et la colonisation, quand même. Ah ben, ce sont des gens qui ont connu la colonisation. La colonisation s'achève dans les années 60, donc beaucoup d'Africains qui sont ici, soit l'ont connue, soit leurs parents l'ont connue. Oui, d'accord. Donc ils ont connu cette histoire coloniale avec des différences importantes entre le Congo ou le Gabon, ou, voilà, mais ce sont des histoires coloniales. Voilà, c'est ça qui caractérise finalement les populations noires de France. Elles ont vécu la colonisation française. Ouais, elles ont vécu, alors, ouais, déjà à travers les parents, déjà, c'est quand même différent, parce que celui qui est né ici, voilà, qui a grandi en France, même si ses parents, voilà, par exemple, je vais prendre mon cas aussi, puisque moi je fais partie aussi, donc à la limite, je peux dire, moi j'ai un de mes parents qui a vécu aussi sous la colonisation, qui est né sous la colonisation, en tout cas quand son pays était administré par la France, dans une ère coloniale. Est-ce que, pour autant,
j'aurais de légitimité à réclamer quelque réparation que ce soit, sachant que moi, je n'ai absolument rien vécu de cette période, quoi. Alors, la réparation, c'est un sujet vraiment important. Merci de me poser la question. Vous savez, les conséquences d'un crime contre l'humanité, c'est des conséquences durables. Un crime contre l'humanité n'est pas quelque chose qui arrive le samedi soir et puis le lundi matin, vous repartez au boulot. Prenez l'exemple des Amérindiens. On connaît l'histoire, justement, des Amérindiens. Le crime contre l'humanité qu'ils ont subi remonte à la fin du 15e, 16e siècle. Et aujourd'hui, vous pouvez aller du nord au sud de l'Amérique, de la Patagonie à l'Alaska. Vous trouverez partout des Amérindiens qui se trouvent dans des réserves, dans des bidonvilles, avec des taux de chômage, de suicide, de délinquance, etc. On voit les conséquences très fortes de cette histoire coloniale pourtant très ancienne. Et donc, on voit que c'est pas quelque chose qui disparaît en 2-3 années, même pas 2-3 générations. Et c'est pas un hasard si, en France, les populations issues de la colonisation sont beaucoup plus pauvres que l'ensemble de la population. Parce que les peuples qui ont été colonisés ont été exploités, ont été dominés, et cela crée des situations, des conséquences très durables, et c'est de cela que nous parlons, évidemment. Mais c'est pas un peu aussi une victimisation perpétuelle, c'est-à-dire placer cette communauté noire, finalement, en position victimaire, un peu d'ailleurs, c'est ce que reprochent aujourd'hui beaucoup de gens, justement, même à ces lobbies, moi je l'appelle lobby sioniste, ou judéo-sioniste, pour reprendre l'expression de Jacob Cohen, mais est-ce que c'est pas justement la victimisation perpétuelle? Oh, les gens des noms, vous savez, pour dire beaucoup de choses. Moi je connais un principe très simple, ça s'appelle la justice. Dès qu'il y a crime, il doit y avoir réparation. Et c'est vrai pour n'importe quel crime, qu'il soit petit ou grand. Si on vous vole votre voiture demain, vous demanderez réparation, c'est-à-dire qu'on vous rende la voiture avec dommages et intérêts. Et donc, c'est pas parce que le crime contre l'humanité est plus grand qu'il doit y avoir moins de justice. La France a demandé réparation à l'Allemagne après la Première et après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des réparations après, justement, les crimes en Amérique, dont j'ai parlé tout à l'heure. L'Allemagne, aujourd'hui, essuie les revendications légitimes de la Grèce qui demande réparation. Il y a eu au XXe siècle à peu près une trentaine, une quarantaine de cas de réparation qui ont été demandés, parfois obtenus, justement. Récemment, l'Angleterre a payé des réparations au Kenya. La Libye a payé des réparations, obtenu des réparations de l'Italie. Et on ne voit pas pourquoi les Africains seraient les seuls en France à devoir renoncer à toute justice. Donc au fond, réparation, c'est le mot de justice, c'est synonyme. Il n'y a pas de justice sans réparation. Et c'est cela que nous demandons. Et la lutte pour le droit, c'est évidemment l'objet principal de notre association. Mais est-ce qu'on ne va pas réveiller tous les démons? Parce qu'à ce stade-là, par exemple, dans le cas de la communauté noire, on peut demander des réparations, effectivement, aux États européens qui ont, on va dire, pour le moins admis dans leur histoire, dans leur droit, en tout cas, ce qui s'est passé, même si on peut encore en parler, mais en tout cas, ils l'ont admis. Mais pourquoi ne pas demander réparation aussi aux États musulmans qui ont participé aussi à la traite négrière de façon très importante? Eh bien, ce sont les Noirs d'Afrique qui ont quelques raisons, en effet, de demander cela aux États musulmans concernés. C'est pas les Noirs de France, parce que les Noirs de France ne sont pas arrivés en France à cause des États musulmans. Mais un certain nombre de Noirs de ces pays musulmans, il y en a quelques-uns, ou de Noirs d'Afrique, en effet, seraient tout à fait fondés à demander justice et réparation auprès des États musulmans. C'est tout à fait logique. Et puis on pourrait demander aussi, et là, pour le coup, puisque dans des émissions, vous savez très bien, sur l'État TV, on perce les tabous, mais la participation de la communauté juive aussi dans la traite négrière a été très importante. Elle est largement occultée, et pourtant, alors, je vais me renseigner avant l'émission, en s'appuyant sur des historiens juifs, comme ça, on va pas m'accuser de quoi que ce soit, donc Israël Sharak, j'ai Hugues Hoover-Roper, j'ai Heribert Ellig, Abraham Leon, qui sont tous des écrivains qui, des historiens en plus, juifs, qui nous expliquent A par B, mais vraiment de façon claire et nette, que les juifs ont largement participé à l'esclavage par l'affrètement des bateaux, parce qu'ils étaient beaucoup de propriétaires et des armateurs, et aussi par la vente des esclaves, à tel point que dans le Nouveau Monde, il paraît qu'il n'y avait même pas de vente d'esclaves les jours de fête juive. Problème par rapport à ça. Oui. Nous demandons justice à toutes les personnes qui ont pratiqué l'esclavage, qu'il s'agisse de familles, quelle que soit leur religion, qu'il s'agisse de l'État ou qu'il s'agisse d'entreprises. Donc nous sommes parfaitement à l'aise là-dessus. La question de la justice, en effet, doit être déclinée et elle doit être posée à toutes les personnes concernées. C'est aussi simple que cela. Mais ça, on a le droit de le dire, parce que pour le moment, on a l'impression que dans cette affaire d'esclavage, on en veut à la France, quelque part à l'Église, enfin on s'attaque un peu en disant que l'Église a mouillé à tout ça, mais finalement on s'attaque
très peu aux autres responsables et pourtant Les principaux responsables en France sont d'abord l'État. Il faut quand même le dire. Après, il y a un certain nombre de grandes banques. Nous en avons attaqué. Par exemple, la Caisse des dépôts et consignations, qui existe déjà à l'époque de l'esclavage. Donc nous attaquons déjà, nous avons attaqué aussi l'armée française. Donc nous avons déjà fait 3 procès. D'autres sont à suivre et seront annoncés d'ailleurs dans quelques semaines. Ils sont en cours, ces procès? Ah, bien sûr. Oui, et oui, il n'y a pas eu encore de délibéré, j'imagine. Alors, pour le premier procès, c'est une histoire très intéressante. C'est Haïti. Vous savez peut-être que Haïti est devenue une république indépendante en 1804. Tout à fait. Cependant, les anciens colons n'étaient pas contents, ils avaient perdu leur colonie, et 20 ans plus tard, ils sont revenus à l'assaut en disant au peuple haïtien, vous vous croyez libre, vous êtes toujours nos esclaves, et nous allons vous envahir à nouveau, sauf si vous nous payez des réparations, puisque nous avons perdu nos biens. Et voilà comment Haïti, pour ne pas sombrer à nouveau dans l'esclavage, a dû payer l'équivalent de 21 milliards de dollars de 1825 à 1946. Donc c'est la victime de crimes contre l'humanité qui a payé des réparations aux bourreaux. C'est le monde à l'envers. Et cet argent, il a été envoyé à la Caisse des dépôts et consignations, qui existait déjà à l'époque et qui existe aujourd'hui encore, bien sûr. Et il a été redistribué en partie à un certain nombre de familles qui avaient des esclaves à Saint-Domingue, donc qui est devenu Haïti. Alors nous avons, le 10 mai 2013, annoncé une plainte contre l'État et contre la Caisse des dépôts et consignations. Il y a eu déjà plusieurs audiences techniques, et dans une première réponse intéressante, le tribunal a dit que sur le fond, c'est-à-dire la restitution, qu'il estimait n'être pas légitime et qu'il n'y avait pas lieu d'en débattre, mais que sur les dommages et intérêts, qui étaient demandés aussi, mécaniquement, parce que quand il y a un dommage, quand il y a un crime, il y a des dommages et intérêts. Le tribunal dit en revanche, sur les dommages et intérêts, on peut en discuter sur le fond. Donc ça veut dire quoi? Que le tribunal reconnaît, 1, qu'il y a eu crime, 2, que nous avons qualité pour agir, et 3, qu'il y a la qualité pour répondre à notre demande sur cet aspect dommages et intérêts. Alors, vous voyez, on ne sera pas d'accord avec le tribunal complètement, parce que, voilà, mais en tout cas, la procédure avance. Et puis, il y a aujourd'hui des questions internationales qui se jouent. Parce que la vraie question, c'est pas est-ce que la France va payer des réparations ou pas. Elle paye déjà, et tous les jours. Parce qu'un certain nombre de pays africains estiment que le passé colonial a eu des effets extrêmement négatifs, et ils n'ont pas envie d'accorder des marchés publics à la France. Et lui font payer cela. Et donc, ils préfèrent accorder ces marchés à d'autres pays comme la Chine, l'Inde, la Turquie, le Brésil. Et il dit, c'est pas que ces pays soient forcément meilleurs que la France, mais au moins on n'a pas ce passé colonial et ces pays n'ont pas cette arrogance française que nous subissons encore tous les jours. Alors, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, la France perd des marchés publics et on lui fait payer précisément sa politique coloniale et son arrogance post-coloniale. Arrogance post-coloniale? Bien sûr, moi je peux donner des exemples de marchés comme ça qui ont été perdus à cause de cette impression, de ce contentieux. À toi, raison, mais enfin c'est un fait. Hein. Moi je me suis trouvé une fois dans une assemblée et un monsieur qui travaille au ministère du Commerce extérieur, que je ne connaissais pas, a dit « Écoutez, je crois que le président Ducrot a raison. » Combien de fois j'ai vu des marchés que nous perdions, manifestement parce que les gens nous en voulaient pour des raisons anciennes, qu'on comprenait pas très bien, mais c'est une réalité. On nous fait payer le colonialisme français. Eh bien, je crois qu'il serait beaucoup plus sage d'être pragmatique, d'avoir une discussion ouverte avec les pays en question, de mettre les choses sur la table, de dire, écoutez, oui, on a fait des choses graves, nous reconnaissons nos erreurs, discutons, est-ce qu'on peut peut-être construire des hôpitaux, des écoles, etc. On se met d'accord, on répare les torts qui ont été faits et on repart sur des bases saines. Mais si on refuse de le faire, qu'est-ce qui va se faire? On va continuer à payer sans le savoir, indéfiniment et de manière malsaine. C'est aussi simple que ça. Oui, mais les Français, par exemple, ceux qui sont nés là depuis, voilà, qui n'ont rien à voir avec cette histoire coloniale, je veux dire, celui qui, même un Français qui a 40 ans aujourd'hui, il n'a aucun rapport avec l'histoire coloniale. Croit-il? Ah, voilà. Mais ça veut dire quoi? C'est un peu génétique alors, donc on se transmettrait les... Vous connaissez la phrase de Voltaire? C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Bien sûr. Et oui, l'électricité, les ressources, les matières premières qui ont construit ce pays, ça vient d'où? Ouais, ça vient aussi de l'intelligence de certaines personnes. C'est pas. L'électricité, ça vient d'où? L'uranium, le pétrole. L'uranium vient d'Afrique, en l'occurrence. Le pétrole, le caoutchouc, les matières premières, bien etc. Sûr. Ben, tout ça, ça vient de quelque part. Et ça a été acheté à un certain prix. Et c'est parfois le prix du sang.
Bien sûr, Ben oui. ça, C'est ce qu'il faut dire. c'est une longue, alors ça, évidemment, j'ai presque envie de dire, c'est une longue suite dans l'histoire Bien sûr. ininterrompue de colonisation. Mais est-ce que, à ce jeu-là, on va pas demander après des réparations à tout le monde? Est-ce que on va pas se retourner demain, je sais pas, mes ancêtres, dire, je vais me retourner contre l'Italie parce que j'estime que les Romains voilà, ont dupé la France, ont pillé la France. On s'en sort plus. Ah ben, s'il y a des descendants de Gaulois qui s'estiment discriminés par les descendants des Romains aujourd'hui, pourquoi pas, mais je crois pas que ce soit le cas. En revanche, cette continuité, elle est ressentie par les populations issues des colonies dont nous parlons. Et ce que je dis, c'est encore une fois, la France perd des marchés aujourd'hui tous les jours. Donc soit elle refuse la logique des réparations et elle continuera à payer quand même, soit elle essaie de réfléchir d'une manière intelligente et elle essaye de discuter avec les pays en question. Mais en C'est aussi faisant quoi? simple En que ça. reconnaît, c'est-à-dire, c'est un peu le. Bah alors ça, je vais reprendre un mot qui était cher à l'époque à nos dirigeants politiques, c'est le mot de repentance. Mais c'est ça que vous demandez, Pas la du tout. repentance? On confond pas du tout repentance et réparation. Vous voyez bien que j'ai pas utilisé le mot. La repentance, c'est une question religieuse. Moi, ça ne m'intéresse pas. La réparation, Oui, c'est l'argent. la réparation, c'est une question politique, financière, juridique. Ça n'a rien à voir. On peut très bien d'ailleurs réparer sans repentance. On peut dire effectivement, je vais construire des trucs parce que je veux avoir accès à vos marchés. Je m'en fous de la repentance. Je regrette rien du tout, mais je vais quand même payer. Donc il peut y avoir réparation sans repentance. Il peut y avoir repentance sans réparation. On peut dire je suis désolé de ce que j'ai fait, mais je ne vais pas réparer le tort que j'ai fait. Donc moi je ne suis pas dans le vocabulaire moral ou religieux, c'est pas du tout mon truc. Ce dont je parle, c'est la justice. Oui, mais comment elle va s'exercer cette justice? Parce que pour le moment, il n'existe pas on va dire, de loi encore. Enfin, pour le moment, elle n'existe pas encore. Et puis, on a bien vu que les responsables politiques, y compris à gauche, sont plutôt contre. Hein. Même Hollande en avait parlé à la dernière commémoration de l'esclavage où il a dit, en gros, je vais résumer, mais il a dit c'est niet, pas de réparation. Vous l'avez entendu comme moi. Avez-vous entendu le dernier discours de François Hollande à Dakar? Alors à Dakar, non. Il s'est rendu à Tiaroy, fin novembre 2014. Ah, il s'est rétracté, alors. Et là, il a dit « Je suis venu réparer l'injustice ». C'était très intéressant, parce que précisément quelques jours avant, 3 jours exactement, nous avons fait une action judiciaire pour demander réparation sur l'affaire de Tiaroy. Tiaroy, en quelques mots, c'est un village près de Dakar, un camp de transit, et les premiers tirailleurs africains qui reviennent d'Europe après la Seconde Guerre mondiale débarquent à Tiaroy et demandent à être payés, et ils sont massacrés. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est un virage important dans la conscience africaine parce que beaucoup d'Africains qui se disaient on va jouer le jeu de la colonisation, on va servir la patrie et après on sera reconnu comme de vrais citoyens. Ils se disent même quand on défend la France, on est massacré, là il n'y a plus que l'indépendance qui vaille. Bon. Mais c'est un moment important, Tiaroy. Oui. Il y a eu le film, etc. Bon. Eh bien, beaucoup de ces soldats qui ont été tués, qui ont été après condamnés pour ceux qui avaient survécu, eh bien, n'ont jamais été restaurés dans leurs droits. Et donc, nous avons considéré qu'il y avait là un enjeu important, et nous avons fait un procès en réparation pour demander justice pour ces soldats, et nous étions avec un certain nombre d'enfants qui ont connu leur père dégradé dans des circonstances relativement douloureuses. Et M. Hollande s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas laisser de côté cette question de Tiaroy. Et donc, il a dû faire un discours à Dakar, donc à Tiaroy en fait, à l'occasion justement du 70e anniversaire, et il a en effet considéré qu'il était important d'avoir une politique de réparation sur ce sujet. Et le mot « réparer » qui était dans son discours, qui n'était pas au début, je vous assure, c'est après notre procédure judiciaire, eh bien c'est un mot important. Quand on dit je suis venu réparer une injustice, alors que 2 ans plus tard, on disait la réparation effectivement est impossible, ça a beaucoup de sens. Mais c'est plus facile quand même de réparer Tiaroy, où on a identifié voilà, des soldats pour lesquels effectivement la France a eu un comportement très injuste, que revenir quand même sur un fait historique comme l'esclavage, où là on parle de millions de gens. D'ailleurs, voilà, on nous pose la question sur le chat, mais où va aller l'argent? À qui? C'est vrai, qui va... Alors chaque cas est différent. Le cas d'Haïti, par exemple, que nous avons évoqué dans notre procès, est un cas emblématique. Nous disons il y a eu 21 milliards de dollars qui ont été extorqués au peuple haïtien, une rançon qui a été demandée, eh bien il faut que cet argent soit restitué. Ça peut se faire sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais que cet argent soit restitué au peuple haïtien. On peut imaginer une fondation qui serait faite avec des personnalités morales relativement importantes de la diaspora haïtienne ou d'Haïti, et qui pourrait mettre cet argent au service de causes comme des hôpitaux, des bourses d'études, des projets sociaux ou culturels ou mémoriels. Et voilà un exemple concret. Vous n'avez pas peur des détournements, parce que même sur
Les réparations de la Seconde Guerre mondiale, récemment, grand scandale qui a éclaté à New York, où on a vu que les réparations qui étaient versées par l'Allemagne à certains survivants de la Shoah, en fait, étaient versées à des gens qui étaient nés après la guerre, et que, voilà, tout ça n'avait pas... Ça peut arriver, mais ça ne remet pas en cause la justice. C'est pas parce que l'argent que la justice donne à des victimes peut être mal utilisé qu'on doit arrêter la justice. Non, mais qu'elle est détournée, parce que là, c'est quand même un peu malsain que des Allemands aient à payer des gens qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr. Et là, ce serait un peu pareil. Est-ce qu'il n'y aurait pas... On va pas C'est pour ça verser qu'on parle ça d'une pour fondation. enrichir 3-4 potentats en Haïti. C'est pour ça qu'on dit une fondation et non pas le gouvernement. Le gouvernement pourra en discuter, mais une fondation faite justement avec des personnalités respectées, reconnues dans le monde entier, je crois que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et de toute façon, la restitution me paraît un principe de droit. On ne va pas dire on ne sait jamais, non. L'argent doit être rendu. Le peuple haïtien a connu 3 crimes contre l'humanité. Le crime des Amérindiens, génocide, l'esclavage, et après la rançon infligée aux esclaves. Donc je pense que c'est le moins qu'on puisse faire. Madame Taubira l'avait dit elle-même dans une question adressée à la France, une question au Parlement en 2003, la France s'honorerait de restituer cette somme au peuple haïtien. Mais je la rejoins parfaitement là-dessus. Alors justement, Madame Taubira, c'est une bonne transition, parce que c'est la loi Taubira, donc, qui est un peu l'équivalent, si j'ose dire, qui fait partie en tout cas de l'arsenal de ce qu'on appelle les lois mémorielles. Et Madame Taubira, alors cette loi, elle est très très critiquée, parce que on a l'impression que depuis qu'on a ouvert cette boîte de Pandore, avec la reconnaissance de la responsabilité de l'État français en 95, avec Jacques Chirac pour la communauté juive et on va dire la déportation des Juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale, on a vu ensuite arriver cette loi Taubira, et puis maintenant on voit les Arméniens, etc. Est-ce on n'en finira pas, quoi. C'est-à-dire qu'on va comme ça avoir un arsenal législatif de lois pour reconnaître tous les crimes contre l'humanité, mais ça ne va jamais finir. Je trouve que quand on est le pays des droits de l'homme, ça me paraît parfaitement normal de reconnaître quand on a fait un crime contre l'humanité. Moi, ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est qu'on fasse des crimes contre l'humanité en France. C'est pas qu'on le reconnaisse. Les jeunes qui sont là, qui ont 20 ans, 25 ans, ils n'ont rien à voir avec tout ça. Pourquoi Encore une fois, vous vous trompez. C'est à ce prix que mange du sucre en Europe. Oui, qu'on a mangé, mais aujourd'hui, le sucre ne vient plus du travail des esclaves depuis longtemps. Est-ce que vous savez, par exemple, que la Banque de France a été construite en 1800 sous Napoléon par 17 hommes les plus riches de cette époque, tout à fait, dont les 3/4 sont des négriers. Oui, tout à fait. Et donc ce sont des négriers qui ont fait la Banque de France, et c'est la Banque de France qui a fait l'économie française. Oui, parce que Napoléon, c'est quand même une oligarchie. Il s'est servi de ces gens-là aussi pour financer ses guerres, etc. Exactement. Alors évidemment, c'est pas parce que les gens ne savent pas que l'argent de la Banque de France vient principalement de l'esclavage, que la Banque de France n'a pas eu ce rôle fondamental pour dynamiser l'économie française à partir du 19e siècle. Oui, mais parmi ces 17 qu'ont créé les banques, pardonnez-moi de souligner que beaucoup d'entre eux étaient juifs, et donc... sur les 17, non. Beaucoup d'entre eux. Non. C'est Rothschild essentiellement. Il ne faisait pas partie des 17 fondateurs de la Banque de France. Il était quand même très allié à Napoléon. Oui, mais c'est après qu'il est arrivé. Bon, en tout cas, ces gens-là, donc, est-ce que finalement, pour 17 personnes qui se sont enrichies, on va dire, bon, peu importe, allez, on va dire qu'ils sont de toute confession, mais est-ce que c'est pas ces 17 qu'on fait punir les 40 millions d'autres derrière? Ces personnes qui ont fait la Banque de France n'a pas financé juste 17 personnes. Elle a financé l'économie française, tous les grands travaux, toutes les grandes entreprises qui ont été faites par la suite, dans tous les domaines. Oui, c'est l'argent et le labeur des Français aussi. C'est pas que, je veux dire, mais il faut quand même le prendre en compte. Sauf que, comme je le dis, cet argent, il vient d'un endroit précis. Donc il n'y a pas que l'esclavage, mais je vous dis que sur ces 17 personnes, les 3/4 sont des négriers, propriétaires d'esclaves, armateurs, grands actionnaires de la Compagnie des Indes, etc. etc. Oui, donc au fond, on pourrait croire que l'esclavage c'est quelque chose d'ancien, de peu loin, etc. En réalité, c'est quelque chose qui a constitué la France de manière massive à travers les colonies. Et puis c'est pas si vieux que ça. Savez-vous à quel âge, à quelle époque, à quelle année s'est terminé l'esclavage ? 1848. Eh bien, c'est la grande erreur qui est chaque fois diffusée un peu partout. C'est pas 1848, c'est 1946. Oui, parce qu'il y a le code d'Indogéna, c'est ça donc Pas exactement. En fait, en 1848, le texte de Victor Schœlcher dit 3 choses. Émancipation des esclaves, très bien. Réparation pour les anciens maîtres, c'est un petit peu choquant quand même, mais bon. Et troisièmement, l'organisation du travail. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Victor Schœlcher a peur que les colonies ne s'appauvrissent, car les esclaves libérés n'ont pas très envie de retourner sur les plantations des colons. Et donc, Schœlcher est abolitionniste, mais il est aussi colonialiste.
Et donc, il prévoit que les esclaves doivent retourner travailler gratuitement sur les plantations d'hier de temps en temps. Alors les esclaves disent, on ne voit pas pourquoi on retournerait travailler gratuitement, ça ressemble comme des gouttes d'eau à l'esclavage, ce truc qu'on nous appelle l'organisation du travail, on n'en veut pas. Donc ça n'a pas marché. En revanche, en Afrique, 1830, l'Algérie, puis le Sénégal, le Congo, jusqu'à l'Indochine. Le rapport de force militaire est favorable aux armées françaises. Et on met en place ce travail forcé. Bien sûr, un travail forcé. Travail forcé. Avec le code d'Indogéna. Et le travail forcé sans salaire, c'est ce qu'on appelle exactement l'esclavage. Tout à fait. Ouais. Avec de grands chantiers très connus, comme le chantier du Congo-Océan. Nous avons fait une action judiciaire sur ce sujet. Comme d'autres chantiers jusqu'en Indochine. Et il faut savoir que, dans ce cas-là, par exemple, les gens étaient capturés au lasso, enfermés dans des camps de travail, c'est le terme de l'époque. Bien sûr, oui. Il y a eu des centaines de milliers de morts sur le chantier de fer, le chemin de fer du Congo-Océan. Les gens étaient déportés par dizaines de milliers, plus de 100 000, sur des milliers de kilomètres. Ils ont traversé des montagnes, des forêts. On les a recrutés depuis le Gabon, depuis le Congo, bien sûr, mais depuis le Tchad, etc., etc. Et il y a eu des gens qui ont témoigné de cela. André Gide, qui était colonialiste pourtant, a été choqué. Il a écrit Voyage au Congo pour dénoncer cela. Le grand journaliste, par exemple, Albert Londres, a écrit le livre Terre d'ébène, la traite des Noirs, c'est dire ce que ça veut dire, pour dénoncer ça. Et il a fallu attendre la loi Houphouët-Boigny, en 1946, pour que ce phénomène soit interrompu. Et en fait, ça a continué quand même dans pas mal d'endroits jusqu'en 1960, avec les indépendances africaines, ça s'est un peu terminé. Mais à l'époque, la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, ne cessait de dire à la France, vous ne pouvez pas continuer ça. C'est contraire au droit français, depuis au moins 1848, et c'est contraire au droit international. Et donc la France a pratiqué l'esclavage jusqu'en 1946, voire 1960, et ce n'était pas une pratique résiduelle, car il y a eu plus d'esclaves après l'abolition qu'avant. C'est-à-dire que de la première période coloniale, si on additionne Saint-Domingue, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, on a à peu près 2 millions d'esclaves. Dans cette seconde période, si on additionne tous les territoires concernés finalement, on a à peu près 6 à 8 millions d'esclaves en terre française. Alors vous voyez, on nous dit oui, c'est une histoire un peu ancienne, le XVIIe siècle, le XVIe siècle. Non, moi je vous parle de quelque chose qui a continué en terre française jusqu'en 1960. Et ça qui le dit? Personne. Non, mais est-ce qu'on peut véritablement dire, par exemple, le français là, du fin fond de la Creuse ou du fin fond de l'Aveyron, qui était à des années-lumière de ce qui se passait dans les colonies, en tout cas, qui voyait ça de très très loin, de quelle façon, lui, on peut dire qu'il ait bénéficié de quelque façon que ce soit de cette manne? Je vous donne un exemple très simple. Est-ce que vous savez ce que c'est l'impôt colonial? L'impôt colonial, c'est-à-dire que effectivement, les colonisés devaient verser mais c'est pas de la France. C'est pas devait verser. Toute la zone du franc CFA. Donc les 13 ou 14 pays concernés, comme le Sénégal, le Congo, le Gabon aujourd'hui, tous ces pays, aujourd'hui, en 2015, à l'heure où je vous parle, payent un impôt colonial qui a été décidé lors des accords de décolonisation. Et donc on dit, certes, vous allez être décolonisés, mais vous allez devoir nous payer un impôt en raison du rôle positif de la colonisation que nous vous avons apporté. Et aujourd'hui encore, tous ces pays dont je parle payent 20% de leur PIB annuel à la France, qui retient l'argent à la source. Parce que le franc CFA, comme vous le savez, il est imprimé en France, en Europe. Tout à fait. Alors, oui. Et donc, c'est pas difficile de garder cet argent à la source, 20%. Est-ce que vous battez d'ailleurs contre le franc CFA? Absolument. Nous allons faire une grande campagne l'année prochaine sur ce sujet. Ça fait partie, en effet, de l'histoire coloniale. Et donc, les paysans du Vaucluse, ils se rendent peut-être pas compte de ça. Mais vous pensez bien que quand, depuis les années 60, la France ponctionne 20% du PIB de tous ces pays africains, ça veut dire qu'une bonne partie de la richesse de ce pays, qui profite de manière inégale aux uns et aux autres, mais qui bénéficie directement à tout le monde de fait, tout cela vient en bonne partie de la France, ce qu'on appelle la France-Afrique. Donc je ne vous parle pas de choses d'hier ou d'avant-hier, je vous dis encore aujourd'hui, les pays de la zone CFA payent 20% de leur budget annuel à la France. C'est colossal. Alors c'est quoi ça? C'est l'impôt colonial, parce que bon, absolument. Mais comment ça? À quel titre? Au titre des bienfaits supposés de la colonisation. Et donc ça fait partie des accords qui ont été signés en 1960. Les fameux accords de l'Élysée, là, les fameux accords secrets. Donc il y a des accords effectivement militaires, économiques, de coopération. Ah oui, bah oui. Cette coopération, on voit ce que ça donne. Hein, c'est pas une coopération, en réalité c'est ce qu'on appelle du pillage. Mais c'est ça la France-Afrique. C'est pas
un terme abstrait, c'est une réalité concrète, financière, militaire. Oui, mais qui profite, qui a une toute petite partie, mais vraiment c'est une petite oligarchie qui profite de ça. C'est monsieur Bolloré, c'est monsieur celui-là. Mais pas seulement, parce que vous pensez bien que cette somme colossale, c'est des milliards, de dizaines de milliards d'euros chaque année. Eh bien, c'est ça qui a fait la France. Depuis les années 60. Nous vivons grâce à ça. Et que si la France a pu aussi continuer sa croissance économique depuis les années 60, c'est aussi grâce à cette ponction. On me dit, c'est-il que la France a dépensé des milliards pour construire en Afrique des équipements publics, hôpitaux, routes, écoles, voilà. Et on me dit, pourquoi ce monsieur ne quitte pas le pays de racisme qu'est la France? Ah oui, c'est vrai que, est-ce que on peut, parce que là, on a l'impression que c'est vrai que vous avez une espèce de rancœur, justement, de ce passé colonial. Une passion de la justice. Alors, d'ailleurs, quand je suis à l'étranger, les gens me disent, ça fait quelqu'un de vous de très français. Parce que les gens disent, si la France est le pays des droits de l'homme, le fait de défendre les droits de l'homme comme j'essaie de le faire à ma façon, à mon niveau, c'est très français, me dit-on. Donc, vous voyez, les gens qui disent pourquoi ils ne rentrent pas dans son pays, mais parce que son pays, c'est la France. Alors, je ne sais pas, les gens ne me connaissent peut-être pas, mais je suis français, je le précise. Et c'est précisément la France a commis des crimes. Et je pense que quand on est un citoyen qui aime son pays, c'est mon cas, eh bien, on souhaite que ce pays soit un pays juste pour tout le monde. En fait. Moi, ça ne me fait pas plaisir. Il y a des choses de notre histoire dont je suis fier, et puis d'autres qui me semblent honteuses. Et je crois qu'il est temps... Parce que vous pensez que la France est vraiment foncièrement raciste? Je crois qu'il y a un racisme d'État en France qui est très fort. Et même, plus que du racisme, que le colonialisme, c'est un racisme institutionnel d'un État à un autre. Lorsque je dis souvent aux gens que la France ponctionne 20% du budget des pays africains de la zone CFA, la plupart des gens tombent des nues. Ils disent, mais c'est scandaleux, c'est odieux. Les gens disent, je ne savais pas que j'habitais dans un pays où beaucoup de l'argent qui circule vient de là. Eh bien, je crois que quand on aime son pays, eh bien, on a un devoir de dire la vérité, que ça ne fasse pas plaisir à tout le monde, je le comprends. Mais je crois que quand on aime la France, on a le devoir de dire ce qui est vrai, ce qui est juste, et non pas de s'accommoder d'hypocrisie et de mensonges et de rapines à l'extérieur. Mais par exemple, dans le cas des départements d'outre-mer, en plus, vous êtes d'origine martiniquaise, hein, c'est pas un secret, donc la Martinique, quoi, elle doit être indépendante, elle doit... Non, c'est pas ce que je dis. Les Martiniquais ont régulièrement répondu à cette question en proposant plutôt le rattachement. Oui, ils sont plutôt contre. En fait. Ils sont plutôt contre l'indépendance. Donc là, effectivement, le choix est relativement clair, je crois. Mais c'est pas ça la question. Vous savez, Eurostat, qui est l'organisme de statistique de l'Union européenne, a fait une enquête en 2008, avant la crise, en identifiant les 4 départements d'Europe les plus pauvres. Où sont-ils? Ah ben, ils ne sont pas en Grèce, ils ne sont pas en Chypre, ils ne sont pas à Malte, ils ne sont pas au Portugal, ils sont en France. Oui, on va dire c'est les dom-toms. C'est les 4 départements d'outre-mer français qui sont les 4 départements les plus pauvres d'Europe. Voilà une question très claire. Est-ce que c'est pas un peu aussi... presque, c'est un peu bizarre de dire les départements les plus pauvres, c'est les départements d'outre-mer. C'est pas moi qui le dis, c'est Eurostat. Oui, parce que c'est une folie aussi d'inclure dans l'Europe des départements avec des réalités complètement différentes. Genre la Guyane, coincée entre le Brésil et le Suriname. Comment c'est une folie? Ils font partie de la France, donc de l'Europe. Oui, ils font partie de la France. Mais oui, il me semble. Oui, alors c'est les 4 plus pauvres d'Europe. Oui, c'est ce que je vous dis. Ça m'étonne. C'est Eurostat toute l'Europe, y compris des pays comme la Roumanie, etc. C'est Eurostat qui le dit, mais oui. C'est étonnant. Eh bien, c'est cela qu'il faut savoir. Ce sont ces réalités étonnantes que la plupart des gens ignorent, que l'État occulte. D'ailleurs, souvent, ils ne mettent même pas les départements d'outre-mer dans les statistiques nationales, vous le savez. Eurostat les a incluses. Et ils ont dit, eh bien, comment se fait-il? Où sont les départements les plus pauvres? Eh bien, il se trouve que c'est en France. En même temps, voilà, je vais faire l'avocat du diable. Vous savez, le diable n'a pas besoin d'avocat. Moi, je me transforme de temps en temps. Mais est-ce que c'est pas un peu aussi logique? Je veux dire, par exemple, voilà, sans offenser nos amis des dom-toms qui nous regardent, mais voilà, par exemple, quelle est la richesse profonde parce qu'il y a quand même quelque chose qui est assez extraordinaire, je trouve, que Eurostat, effectivement, peut nous expliquer, je veux bien le croire, c'est les départements les plus pauvres. Mais si on arrive à cette situation-là, c'est bien parce que, justement, il y a eu un report, on va dire, des dépenses sur les régions. L'État est de plus en plus désengagé, sous l'impulsion justement de l'Union européenne qui veut désengager les États. Puisque, bon, pour moi, il y a une vision de détruire les États, mais c'est encore autre chose. Mais en tout cas, on désengage les États, on s'appuie sur les régions, et forcément, des régions comme l'Antilles-Guyane,
on peut pas dire que c'est une région spécialement riche. Je veux dire, la Guadeloupe n'offre, ou la Martinique n'offre pas une grande industrie, voilà. Il y a une industrie touristique, voilà, qui est un peu battante de l'aile, j'ai envie de dire. Bien Puis, sûr, voilà. mais ce qu'il faut compléter pour dire la vérité, car Osat n'a pas tout vu, la Martinique, par exemple, si je me rappelle bien, est un des 3 ou 4 premiers départements en France pour ce qui est de l'ISF. Donc vous avez beaucoup de gens qui payent l'impôt sur la fortune. Donc c'est le département le plus pauvre, l'un des 4 départements les plus pauvres d'Europe, mais vous avez quantité de gens qui sont très riches en Martinique. Et qui sont-ils? Évidemment, les descendants des esclaves. Oui, alors les Béquets, la famille Ayotte. Donc ça veut dire que la etc., Martinique oui. est très pauvre. Famille juive d'ailleurs, enfin bon, sans vouloir faire une obsession, mais il faut On dirait. Une petite obsession quand même. Faut quand même le dire. Petite obsession. Mais bon. En tout cas, la Martinique est un département très pauvre, avec un certain nombre de personnes très riches. Ouais. C'est aussi l'île la plus riche des Antilles. Des Antilles, oui, par rapport à la Guadeloupe ou d'autres, mais pas même... par rapport à Trinidad, par exemple. Enfin, il ne faut pas comparer des choses incomparables. Mais en tout cas, je trouve intéressant de noter que c'est un pays où les écarts sont très importants. Département très pauvre, la Martinique, avec beaucoup de gens très riches. Mais partout, ouais, mais quand je regarde la situation des autres îles des Antilles, on ne va pas dire que c'est pas très rassurant non plus. La Jamaïque, Cuba... bon, à part les Bahamas, qui est on sait un paradis fiscal. Trinidad, voilà. c'est pas la même situation non plus. Ouais. Mais dans l'ensemble, les îles sont plutôt pauvres quand même. Je veux dire, la Martinique s'en sort bien, j'ai envie de dire. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait comparer la Martinique avec d'autres îles qui ne sont pas françaises? Je veux dire, les Martiniquais sont français, normalement on devrait les comparer avec les autres départements et voir s'ils ont le même niveau. Manifestement non. Et par ailleurs, les anciens propriétaires d'esclaves, les béquets comme ils s'appellent eux-mêmes, ont eu des réparations au lendemain de l'abolition de l'esclavage. Aujourd'hui, ils ont reconverti leur économie dans l'import-export. Ils maîtrisent l'économie. Vous avez peut-être vu le documentaire qui avait été fait justement sur Canal+. Bien sûr, qui a fait scandale, évidemment, parce que c'est les propos de M. Ayotte qui font scandale. Voilà, M. Hugues Despointes, en fait. C'est Despointes, oui. Il y a des horreurs extrêmement racistes. Donc on voit bien là qu'il y a un système à la fois raciste et post-colonial, qui crée des inégalités terribles, qui n'est pas efficace en plus économiquement, puisque l'argent est concentré aux mains de quelques-uns. Alors oui, mais alors là on est confronté à un dilemme, c'est-à-dire par exemple, il faudrait quoi? Alors il faudrait plus de d'indépendance, d'autonomie, qui est plus de gestion locale. Ça c'est une option qui est en train d'évoluer d'ailleurs dans certains départements avec l'Assemblée unique. Donc là il y a tout un débat un petit peu institutionnel qui est ancien aux Antilles. Pour ce qui est de la réparation, par exemple, nous avions proposé qu'il y ait une réforme agraire, car l'État a des terres qu'il n'utilise pas toujours, notamment en Guyane, il y a beaucoup d'espace, ou même en Réunion. Eh bien, ces terres pourraient être mises à disposition pour les paysans les plus pauvres, sous forme de coopératives, par exemple. Et cette idée avait été soutenue par Mme Taubira en 2013. Il n'y a pas eu de suite. Mais je veux dire, il y a des politiques publiques qui pourraient être mises en œuvre. Simplement, on s'en fiche complètement, ça n'intéresse personne, les départements d'outre-mer. Il faut quand même dire la vérité. Oh, malheureusement. Oui, je sais pas si c'est intéressant. Il y a quand même beaucoup. Voilà, avec nous. Enfin, on peut pas dire que les dirigeants s'en préoccupent énormément. Voilà, c'est peut-être pas très porteur, on va dire, sur le plan national, mais bon, on sait qu'il y a quand même beaucoup de gens des départements d'outre-mer, voilà, qui nous regardent, qui se sentent concernés, qui habitent en France, des centaines de milliers d'Antillais en France. Voilà, donc. Ils se sentent concernés. Maintenant, effectivement, les Français sont peut-être un peu loin des départements d'outre-mer. Ils ont du mal à les identifier. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque, on va dire, justement, d'une politique de rapprochement entre la métropole et ces départements qui sont un peu loin comme ça? Les gens ne les identifient même pas vraiment. Bien sûr, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment... Parce que j'ai l'impression que c'est plus... Des fois, un peu de la méconnaissance, quoi. Bien, enfin, il y a la méconnaissance pour la plupart des gens, mais pour les dirigeants, c'est aussi à la fois une forme de désintérêt et une forme de cynisme. Au fond, c'est l'idée qu'il y a là, dans ces départements, des gens qui gèrent très bien les choses, qui le faisaient à l'époque de l'esclavage, qui le font très bien aussi depuis l'abolition de l'esclavage, et c'est très bien comme ça. Voilà. Ils gèrent les intérêts. Et d'ailleurs, les politiques de droite comme de gauche font à peu près la même chose dans ces départements, c'est-à-dire rien du tout. Et ils disent, les béquets font les choses, ils gèrent, nous on est contents. Voilà. Et donc, les systèmes de monopole et de domination économique qui ont été mis en place pendant la colonisation n'ont jamais été abolis après l'abolition de l'esclavage. Ouais, mais il aurait fallu quoi, une révolution? Comment on aurait... Ou une politique de réparation. Parce que lorsqu'on abolit l'esclavage en 1848 et qu'on dit il y aura des réparations, mais pour les propriétaires d'esclaves, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que renforcer le pouvoir de ceux qui étaient déjà
en place. Et donc c'est ce qui a perduré, et après les populations libérées ont travaillé, les gens ont essayé de s'émanciper, mais les écarts sont quand même énormes. Ils se creusent d'ailleurs en ce moment, et c'est pour cela que vous avez des départements avec des gens très pauvres et des gens très riches. C'est-à-dire que la société martiniquaise de ce point de vue ressemble beaucoup plus au Brésil qu'à la France, et ce n'est pas normal. Oui, et puis aussi quand même on est confronté dans ces pays-là à des réalités on va dire, géopolitiques, de par la situation des territoires, qui font qu'il y a des spécificités. Par exemple, je veux dire, quand on est aux Antilles, on est confronté à une pression migratoire des autres îles, à des pays qui... je veux dire, en Amérique du Sud, quand on est en Guyane, on est quand même à la frontière avec le Brésil, c'est pas un petit pays. De l'autre côté, c'est le Suriname, qui est pas très très stable non plus. Dans l'océan Indien, il y a la Réunion en face, c'est Madagascar, c'est toute l'Afrique de l'Est. On a vu Mayotte, qui a été admis dans la République française en tant que département, et pourtant Mayotte, tout n'est pas très clair, parce que les gens viennent des autres îles accoucher à Mayotte, on le sait très bien, pour obtenir des papiers français, de façon à avoir accès au système social français. Donc la France, elle n'est pas si méchante que ça, quand même, sur ces... Ce n'est pas ce que je dis, là, je dis pas que la France est méchante. Je dis qu'il y a des injustices qui coûtent beaucoup à la France. C'est ce que je disais au début, que la France, en fait, paye tout cela. Donc ce n'est pas simplement une question de justice, c'est une question d'intérêt et d'intelligence économique. Voyez ? Donc, au fond, on est dans un monde mondialisé aujourd'hui. On pouvait hier ignorer toutes ces questions, on pouvait faire semblant de ne pas être au courant. Mais aujourd'hui, la France va sur les marchés internationaux, se fait écarter sans savoir pourquoi. Est-ce qu'elle va indéfiniment rater les rendez-vous du lendemain? C'est ça la question. Ce n'est pas simplement une question de justice, c'est une question d'intérêt, d'intelligence, d'investissement, une question d'avenir, en fait. Et c'est ça que nous disons aujourd'hui.